Alors, nous avons donc vu avec avec Spring MVC, quand une requête HTTP est envoyée vers le serveur, ben, le serveur, donc côté serveur, il y a une servlet qui est fournie par Spring Security qui est dispatcher servlet. Alors, dispatcher servlet donc, va récupérer la requête, il fait appel au contrôleur, on fait les traitements, on récupère les résultats, on stocke les résultats dans le modèle, et après on fait appel à la vue. La vue va récupérer les données du modèle et on génère un rendu qui va être envoyé vers le client. Alors ça, il n'y a pas de sécurité. Okay. Alors maintenant, si vous utilisez Spring Security, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est que, alors d'abord, Spring Security, c'est un intercepteur, c'est un filtre. Donc il va mettre en place ce qu'on appelle une chaîne de filtres. C'est des intercepteurs qui font qu'à chaque fois que j'envoie une requête vers l'application, ben Spring Security qui va intercepter les requêtes. C'est-à-dire toutes les requêtes vont passer via d'abord Spring Security. Alors qu'est-ce qu'il va faire Spring Security? Il va vérifier est-ce que vous êtes authentifié. Si vous n'êtes pas authentifié, il va vous donner un formulaire d'authentification pour saisir votre username et votre mot de passe. Une fois que vous avez envoyé votre username et votre mot de passe, il va vérifier est-ce que l'utilisateur existe, est-ce que le mot de passe est le bon, etc. Si le mot de passe est bon, il va créer la session. Et quand vous envoyez une requête, à chaque fois, si vous êtes authentifié, il va regarder la session, quels sont les droits, les rôles, et il va regarder est-ce que vous avez le droit de faire telle opération ou pas. Donc finalement, c'est Spring Security qui va faire ce travail. C'est-à-dire tout ce dont on a parlé tout à l'heure, souvent, c'est le framework qui va le faire. Alors, si vous n'utilisez pas de framework qui fait ce genre de travail, c'est assez compliqué. Par exemple, si vous faites des développements natifs, faites attention parce que c'est vraiment là où, comme les failles CSRF, si vous ne les connaissez pas, elle est quasiment présente dans vos applications. Alors, autre chose, on va voir que Spring Security, à chaque fois que vous voulez envoyer une requête, il génère le CSRF token. Donc, pas mal de choses. Donc, c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Alors, en tout cas, donc, pour vous montrer le fonctionnement de Spring Security, donc, je vais directement passer à l'exemple d'application dont on avait parlé. Alors, ce que je vais faire, donc, pour ne pas redévelopper le même exemple d'application, donc on va d'abord récupérer une application qui n'est pas sécurisée. Donc c'est l'application qui permet de gérer les patients. Donc je l'ai sur GitHub. Alors sur GitHub, donc j'ai l'application que j'ai appelée Unsecured Hospital App. Donc c'est-à-dire c'est l'application que je vous ai demandé de travailler et dans laquelle il n'y a pas la partie sécurité. Donc je vais prendre donc ce repository. Alors, je vais faire un clone. Voilà. Alors, donc, j'ai récupéré l'application et après, on va l'ouvrir. Cloner 2 fois, je sais. OK. Donc, en fait, il est dans le dossier ici. Alors, patient. Bon. Patient dans lequel... Bon, je prends celle-là. Donc, je prends ce projet-là comme ça. Donc, j'ouvre l'application Unsecured Hospital App. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette application? Ben, il y a l'application, donc je vais rapidement rappeler ce qu'il y a dans l'application. Donc l'application permet de gérer des patients. Donc vous avez l'entité patient, ça c'est l'exemple. Donc avec les annotations GPA. Ici, vous avez les annotations Lombok. Et après, vous avez quelques annotations de validation. Les formulaires. Plutôt la validation ici pour le nom et une annotation de validation pour le score. Okay. Alors ensuite, vous avez l'interface patient repository.
Ensuite, vous avez le contrôleur. Alors, dans le contrôleur, donc, on fait directement appel à Patient Repository. On a créé quelques méthodes. Index, qui permet de chercher les patients. Une méthode qui permet de supprimer un patient. Une méthode qui permet c'est-à-dire d'afficher le formulaire de saisie. Une méthode qui permet d'enregistrer un patient. Une méthode qui permet d'éditer un patient. Et après, vous avez des vues, ici, basées sur TeamLeaf. Alors, quelles sont les vues? Donc, d'abord, il y a la page template. Donc, ça, il est basé sur TeamLeaf Layout. Ça, on a vu. Vous avez patient. C'est la page dans laquelle on va afficher les patients, on va chercher les patients et on va faire la pagination. Vous avez forme patient, c'est le formulaire de saisie des patients. Et vous avez edit patient. Alors, au niveau des dépendances, donc ça, j'ai exprès utilisé la dernière version, comme ça on va mettre à jour un peu les éléments. C'est la version 3 de Spring. J'utilise Java 17. Vous avez les dépendances Spring Data GPA, TeamLeaf, Web. Vous avez ici, j'utilise MySQL dans la configuration. Et en même temps, vous avez H2 Database, donc, que vous pouvez également utiliser. Alors, pour les WebJars, donc, vous avez Bootstrap, WebJars, et j'ai ajouté également Bootstrap Icons pour les icônes. C'est toujours un WebJar. Alors, pour TeamLeaf Layout, donc, vous avez la dépendance TeamLeaf Layout. Et pour la validation des formulaires, vous avez la dépendance Spring Boot Validation. Alors également, j'ai ajouté DevTools. Parce qu'il y en a ceux qui me posent la question, comment faire pour... parce que parfois, pour ne pas être obligé à chaque fois de redémarrer, plutôt pour chaque modification. Alors généralement, DevTools, donc vous pouvez l'utiliser. Donc peut-être je vais vous montrer comment vous allez configurer ce DevTools dans le IntelliJ. Vous avez l'emboc. Voilà, c'est tout. Alors, dans le fichier Application Properties, donc vous avez le port de l'application. On suppose que nous avons une base de données MySQL. On suppose que vous avez une base de données MySQL qui est installée dans votre machine. La base de données, voilà son nom. On va l'appeler Inset Hospital DB. Alors, si la base de données n'existe pas, on va la créer. Username, le mot de passe. Ici, à chaque fois, on va pas écraser la base de données. À chaque fois, donc, on va laisser la structure telle qu'elle est. On va utiliser le dialecte, c'est MariaDB dialect. Ça peut être dans l'exemple que je vous ai montré, il n'y a pas ça. Quand on va saisir la date, n'est-ce pas? Parfois, il y a un problème, il faut que Spring sache quel est le format de la date, n'est-ce pas? Alors, vous avez deux façons, soit vous utilisez les annotations date, time, format, ou tout simplement, vous ajoutez cette propriété-là qui est très, très utile. Spring MVC format date, et vous pouvez spécifier le format de la date. Comme ça, Spring MVC, à chaque fois qu'il récupère une date à partir de la requête HTTP, et il connaît déjà le format. Donc ici, je suppose que c'est l'année, mois et jour. Bon, ça c'est pour désactiver le cache de TeamLeaf, mais a priori, donc, si vous utilisez DevTools, il fait tout ça. Donc, quand on utilise la dépendance DevTools, par défaut, DevTools, il va configurer votre environnement de développement. C'est-à-dire que, en principe, il va désactiver les caches, il va désactiver pas mal de choses. Donc, ce qui fait que, bon, ici, donc, je n'ai pas besoin de le faire. Alors, je vais tester l'application. Bon, une fois que l'application est démarrée, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application? Localhost 8085/index.
Alors si vous mettez index, donc vous allez avoir une application comme celle-là. Donc vous avez la possibilité en fait, s'il n'y a pas beaucoup de données, donc je redémarre encore une deuxième fois. À chaque démarrage, donc vous voyez que j'ajoute les mêmes patients. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez avoir beaucoup de données dans votre table. Et du coup, donc, vous avez la partie pagination. Donc, vous voyez déjà, donc, ici, ça, c'est l'affichage. Ça, c'est la pagination. Vous faites la recherche. Alors, il manque des petites choses ici, par exemple, comme garder le mot-clé. Il y a des choses comme la suppression. Je suis dans la page 1, par exemple, je supprime. Bon, il supprime, mais je reste toujours dans la même page. Vous avez l'édition. Vous pouvez mettre à jour. Et vous pouvez ajouter un patient. Alors, pour l'ajout des patients, donc, vous avez la validation, telle que vous l'avez déjà faite. Alors le score, il doit être supérieur à 10. Voilà, donc ça c'est l'application. Je suppose que vous avez une application qui est développée mais qui n'est pas sécurisée. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est de faire la partie sécurité. J'imagine que tout le monde a réussi à faire cette partie. Alors maintenant, pour utiliser Spring Security, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la première des choses, c'est d'ajouter d'abord la dépendance Spring Security. Oui? Est-ce que j'ai enregistré? Oui, j'ai enregistré. Je pense, oui. Parce que là, vraiment, ma tête, il est un peu pas très bonne. Oui. Est-ce que vous me suivez? Alhamdoulilah. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Sécuriser. Alors, pour sécuriser, donc, nous avons besoin d'ajouter quelques dépendances. Donc, je rappelle que pour ajouter les dépendances, le mieux, c'est d'aller vers start.spring.io. Donc, normalement, c'est ici qu'on peut générer un projet Spring Boot. Et vous pouvez chercher, par exemple, si comme vous voulez créer un projet Maven, et vous ajoutez les dépendances. Alors, par exemple, je veux ajouter Spring Security. Je vais chercher Spring Security. Vous voulez ajouter, supposons vous voulez ajouter la dépendance MySQL. Vous cherchez MySQL Database. Et après, vous mettez Explore, tout simplement. Je ne veux pas créer de projet, mais j'ai juste regardé le fichier POM XML. Donc, la dépendance de Spring Security, c'est celle-là. Elle est là. Donc, c'est Spring Boot Starter Security. Alors, c'est ce que je vais ajouter. Alors, j'ajoute d'abord la dépendance de Spring Security. Et quand vous l'ajoutez, donc, en principe, Spring Security va être déployé. Si je redémarre mon application, et après, si je tente d'accéder à l'application, voilà. Donc déjà par défaut, donc vous avez une configuration par défaut qui demande en fait de saisir. Alors par défaut, Spring Security, il suppose que toutes les requêtes doivent être authentifiées. Il vous affiche un formulaire par défaut. Et donc en même temps, au démarrage, vous allez voir qu'il vous génère un mot de passe. Il est là. Donc pour le moment, le seul moyen d'accéder à l'application, c'est avec un utilisateur user et avec un mot de passe qui est généré par défaut. Avec ça, je peux accéder à mon application. Mais forcément, on ne va pas sécuriser les applications comme ça. Donc il va falloir configurer, personnaliser la config.
Alors, comment on va le faire? Alors, pour personnaliser la configuration de Spring Security, vous aurez besoin de créer une classe de configuration. Donc, je vais créer un package Security. On crée une classe qu'on va appeler Security Config. Alors, cette classe, alors donc je rappelle, si vous avez vu les démonstrations vidéo que vous avez utilisées, vous trouverez qu'en fait, nous avons utilisé une ancienne pratique qui maintenant qui est supprimée, qui a été dépréciée avant, mais maintenant, il n'est plus utilisé dans Spring Security 3. C'est le fait d'hériter de la classe Web Security Configure Adapter. Donc, généralement, ça, c'est à oublier. Donc, c'est pour cela, au lieu d'utiliser ça, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'hériter de Spring Security, Web Security Configure Adapter, vous créez une classe Configuration. Vous utilisez la notation Enable Web Security. Enable Web Security. Et vous allez créer une méthode, tout simplement, qui permet de retourner Security Filter Chain. Alors, Security Filter Chain. Oui? Oui. Enable méthode, j'y reviendrai. Pour le moment, on n'a pas besoin. Tout à l'heure, on va l'ajouter. Alors, donc, vous créez, pour personnaliser, donc, vous créez un filtre, Spring Security. Alors, pour que cette méthode, vous savez que pour qu'une méthode s'exécute au démarrage, on doit utiliser la notation bin. Alors, l'utilisation de la notation bin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au démarrage, Spring va appeler la méthode, cette méthode-là, parce que chaque méthode qui utilise la notation bin, ça veut dire que c'est une méthode qui va s'exécuter au démarrage. Et quand Spring va faire appel à cette méthode au démarrage, on va lui retourner donc un filtre qui est Spring plutôt Security Filter Chain. Alors en fait, cette méthode-là, elle va recevoir un objet de type HTTP Security. Alors pour retourner ce filtre-là, il suffit de retourner return http security.build. Pour ça, ça permet de retourner un objet de type Security Filter Chain. Alors ça, c'est pour les exceptions. Vous aurez besoin d'ajouter throws exception. Donc ça, c'est pour créer un filtre. Plutôt à créer un objet Security Filter Chain. Alors maintenant, on va le configurer. Comment? Il suffit d'utiliser http security. Point. Alors par exemple, si vous voulez par exemple interdire toutes les requêtes, vous voulez plutôt interdire toutes les opérations, vous allez utiliser authorize. Alors vous allez remarquer également que authorize request, il est deprecated. Donc au lieu d'utiliser authorize request, vous utilisez authorize HTTP request. OK? Et après, vous pouvez utiliser par exemple any request.authenticated. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Spring Security, je voudrais que toutes les requêtes, voilà, toutes les requêtes nécessitent une authentification. Alors si vous faites ça, et si vous tentez d'accéder à l'application, vous allez voir, en fait, alors ici parce que on est déjà authentifié, alors pour le moment je vais faire logout, comme ça, pas de logout. Voilà, ça c'est... Alors, /index. Alors, pourquoi j'ai ça? Authorize request, any request. Pourquoi j'ai ça?
Alors, any request authenticated. Oui. Alors, c'est bon, j'ai oublié quelque chose. Alors, si je vais utiliser form login, mais c'est pas ça le. Ça doit pas être ça le problème. Alors, normalement, parce qu'en fait, je suis déjà authentifié. Voilà, ça c'est bon. Alors, je reprends. Donc, pour le moment, je ne vais pas mettre ça. Alors, si je tente d'accéder à l'application, normalement, voilà. Donc, je ne suis pas autorisé, tout simplement. Vous avez ici 403. Donc, je ne suis pas autorisé. Alors, maintenant, je vais lui demander d'utiliser un formulaire d'authentification. Alors, pour utiliser un formulaire d'authentification, j'ajoute ici http://security.form login. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Alors, si je tente d'accéder à l'application, donc là, je me retrouve dans la même situation. Mais vous allez remarquer une chose. Si vous regardez le code source de ce formulaire, alors regardez dans le code source, vous allez trouver le champ. Il y a un champ caché. Vous voyez, donc un champ caché dans lequel vous avez, qui s'appelle CSRF. Et dans lequel vous avez, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le CSRF token. Parce qu'en fait, tous les formulaires maintenant qui vont être générés côté serveur, ils vont contenir ce token. C'est ça la solution pour la faille CSRF. Okay. Alors, si on essaie de s'authentifier avec un utilisateur, mais maintenant, je n'ai pas les utilisateurs, d'accord? Donc, il va falloir créer les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Alors, pour cela, donc on va créer un objet de type in-memory authentication. On va le personnaliser après. Parce qu'après, il faut créer votre propre formulaire. Ben, il est dans les jars de Spring. Alors, donc, pour pouvoir définir les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application, il faut définir ce qu'on appelle... en fait, il faut définir où est-ce que Spring Security va chercher les utilisateurs. Alors, en fait, il existe plusieurs stratégies. Parmi les stratégies qu'on va utiliser dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle in-memory authentication. Alors, in-memory authentication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais préciser en mémoire les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Après, on peut utiliser JDBC Authentication. C'est pour, dans le cas où les utilisateurs sont stockés dans une base de données avec un accès JDBC. Après, on va utiliser User Detail Service. Donc, il existe plusieurs façons pour gérer, c'est-à-dire pour montrer à Spring Security. S'il vous plaît. J'entends beaucoup de bruit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne suivez pas les explications? Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, on aura besoin de créer un objet de type bin in-memory user details manager. Okay.
in-memory user details manager. Alors ici, on va utiliser la notation bin. Alors cette fois-ci, donc ça c'est dans ce cas-là, je vais utiliser in-memory authentication et je vais retourner tout simplement return new in-memory details manager et dans lequel je vais spécifier quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. J'utilise la classe user de Spring with username. Par exemple, j'ai un username qui s'appelle user1 avec un mot de passe 1, 2, 3, 4 et je suppose que cet utilisateur a les rôles user, a un rôle user et après build. Ça c'est le premier utilisateur. Ça c'est le deuxième utilisateur et ça c'est le troisième. Alors user 2, user 3, donc je vais mettre admin par exemple, qui a deux rôles, user et admin. Bon, si vous avez remarqué dans la démo que je vous ai donnée, on le faisait autrement, n'est-ce pas? Donc ici, si vous travaillez avec plutôt l'ancienne façon avec Web Security Configure Adapter, donc tout cela se fait dans la méthode de configure, n'est-ce pas? Alors ici, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors si vous avez ces utilisateurs comme ça, maintenant quand vous utilisez un mot de passe, il faut utiliser ce qu'on appelle un password encoder. Parce qu'en fait, un mot de passe, les mots de passe doivent toujours être stockés, ils doivent être hachés, en fait, les mots de passe. On peut pas stocker les mots de passe en clair souvent dans la base de données. Alors dans un premier temps, si vous faites ça, vous allez voir que ça va pas marcher. Mon système d'authentification ne peut pas marcher avec user 1, 1, 2, 3, 4. Donc ça passe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que il se trouve que le mot de passe Spring Security utilise par défaut donc plutôt un password encoder. Et donc ici ce mot de passe là, ici donc je dois lui indiquer comme quoi, si vous voulez spécifier comme quoi le mot de passe n'est pas haché, il va être stocké en clair. Je vais utiliser une chaîne comme ça, juste avant le mot de passe, que vous avez déjà utilisé, c'est nope. Nope, ça veut dire no password encoder. Ça veut dire que j'indique que ce mot de passe là, pour vérifier, pour comparer ce mot de passe avec le mot de passe saisi par l'utilisateur, je demande à Spring Security de ne pas utiliser un password encoder. Donc tu vas juste comparer le mot de passe tel qu'il est. Alors si j'utilise ça, donc a priori ça va passer. Et après on va utiliser le password encoder. Alors user 1, 1, 2, 3, 4. Alors vous voyez donc cette fois-ci l'authentification, je peux m'authentifier en tant que user 1 comme je peux m'authentifier en tant que user 2 ou admin. Alors, sauf que quand vous regardez bien, quand je suis authentifié, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, login. Donc, quand j'ai envoyé le login, donc c'était une requête de quel type? De type post. Alors, payload, qu'est-ce que j'ai envoyé? Le payload. J'ai envoyé username, j'ai envoyé le mot de passe et j'ai envoyé également le CSRF, token. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui est systématiquement ajouté dans les formulaires avec Spring Security. Une fois que je suis authentifié, j'ai la réponse. Alors, regardez dans la réponse. Dans la réponse, vous avez dans la réponse, alors ça c'est login, ok. Alors dans les response headers, ça c'est request, voilà. Alors regardez, ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Donc vous voyez, donc ça c'est 7 cookies. Alors 7 cookies, session ID égale à quoi? Égale le numéro de la session. C'est-à-dire que le numéro de votre session, parce que la session elle est créée côté serveur. Mais qu'est-ce qu'on a envoyé au client? On lui a envoyé le numéro de sa session. Et ce numéro de session là, c'est ce que vous voyez ici. Alors généralement dans les cookies, quand vous ajoutez HTTP only, donc ça c'est juste pour sécuriser les cookies. Donc il faut savoir ça. Quand vous avez un cookie qui se termine par
point, plutôt qui se termine par, vous voyez, point virgule HTTP only, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cookie-là ne peut être envoyé que via une requête HTTP. Ça veut dire que techniquement parlant, il n'y a aucune application qui a le droit d'accéder à ce cookie. C'est-à-dire quand vous avez une application qui tente de lire ce cookie-là et de l'utiliser autrement, c'est interdit. C'est-à-dire que ce cookie ne peut être envoyé que via une requête HTTP. C'est-à-dire c'est le browser qui a le droit de... Quand vous envoyez une requête HTTP, c'est le browser qui a le droit de lire ce cookie et de l'envoyer. C'est pas vous. Votre application n'a pas le droit d'accéder à ce cookie. C'est ça, HTTP only. Alors, donc ça c'est l'authentification. Alors pour le moment, donc pour faire un logout, vous devrez, en fait dans Spring Security, vous avez un path qui est plutôt un path qui s'appelle logout. Alors quand vous faites logout en principe, donc ça permet de fermer de forcer la fermeture de la session. Alors tout à l'heure, bien sûr, on va le faire dans notre interface. Alors ici donc je vais accéder à l'application en tant qu'admin. Alors je suis authentifié, mais là il faut spécifier l'URL. Alors ça c'est pour le début d'authentification. Alors mais nous avons dit que d'une manière générale, donc dans une application, quand vous travaillez avec Spring Security, vous aurez besoin d'utiliser un password encoder. Alors, comment utiliser le password encoder? Donc, on va le faire. On va créer un bin. Je peux le créer, par exemple, au niveau de l'application. Password encoder. Alors, parmi les passwords encoders qui sont très, très utilisés, il y a Bcrypt. Alors, Bcrypt Password Encoder, c'est un algorithme new. Alors, c'est un algorithme qui est très, très puissant, qui permet de faire le hachage du mot de passe. Bon, il y avait très longtemps, on utilisait un algorithme qui s'appelait MD5. Donc, pour MD5, c'est quasiment à oublier, parce qu'il n'est pas, il est très faible. Donc, vous savez, le problème qui se passe souvent, c'est que plus les machines deviennent très puissantes, plus la capacité de calcul devient très rapide, et plus on peut décrypter, c'est-à-dire à partir d'un hash, on peut obtenir le mot de passe. Donc, ce qui fait avec Bcrypt, c'est un peu plus fort. C'est-à-dire par exemple, si avec Bcrypt, si vous voulez, à partir du hash, vous voulez obtenir le mot de passe, c'est pas que c'est impossible, c'est possible, mais il faut utiliser beaucoup d'ordinateurs qui sont très puissants, qui vont exécuter un algorithme pendant peut-être quelques années. Ah oui, c'est ça. C'est un peu parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans le système des algorithmes de hachage, c'est pareil dans le domaine de la signature numérique, etc. Donc vous avez plus, c'est-à-dire vous essayez de compliquer un peu l'opération c'est-à-dire d'obtention de l'information à partir du hash, en prenant en considération la capacité de calcul actuelle. Alors, par exemple, le jour où en fait, les ordinateurs quantiques seront pratiquement utilisés par tout le monde, tout va changer. Hein. Tous les algorithmes de crypto, de ce que vous utilisez, ne marchent plus. Alors, ça veut dire quoi, Bcrypt? Si j'ai par exemple un ordinateur quantique, Bcrypt, en quelques minutes, je peux obtenir le mot de passe à partir du hash. Donc, ça va dépendre de la vitesse de calcul. Donc, ce qui fait, bon, en tout cas pour le moment, on n'en est pas là, heureusement. Donc, ici, on va utiliser donc Bcrypt. Alors, pour que ce soit un bin comme ça, donc on va utiliser la notation bin. Alors, comme ça, dans mon application, à chaque fois, si je veux un objet de type password encoder, je peux l'injecter. C'est le cas ici. Par exemple, dans ma configuration, je peux déclarer un objet de type password encoder.
je fais l'injection des dépendances avec AutoWired. Ok. Alors bien sûr, donc j'ai déjà dit que AutoWired c'est deprecated, donc on utilise le constructeur, n'est-ce pas? Donc ça on l'a déjà dit. Alors ce qui fait qu'ici, au lieu d'utiliser donc un mot de passe maintenant stocké en clair, bah, on va le stocker on va le hacher. Donc je vais utiliser quoi? C'est password encoder.encode. Alors je vais encoder quoi? Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Donc j'ai utilisé bcrypt en quelque sorte pour, c'est-à-dire le mot de passe maintenant il est stocké en mémoire j'ai pas stocké le vrai mot de passe, mais j'ai stocké que le hash. Mais après on va le faire dans la base de données. Donc s'il y a maintenant une application qui va dans la mémoire, il récupère les valeurs des mots de passe, ben, il va trouver que le hash. Donc ce qui fait que si je redémarre mon application, bon, a priori, donc ça va marcher. Alors la même chose, il faut se faire un logout parce que, vous vous rappelez, donc si je suis authentifié, ça veut dire que le session ID il est enregistré dans les cookies. Si je fais un logout, user 1, le mot de passe 1, 2, 3, 4, ça marche. Donc ici, donc, je viens maintenant d'intégrer un password encoder, ce qui fait partie des bonnes pratiques. C'est bcrypt. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ici l'utilisateur qui est authentifié. Et en même temps, donc, je vais ajouter donc, une opération de logout. Alors pour afficher l'utilisateur qui est authentifié, alors maintenant du moment que je travaille avec TeamLeaf, j'ai besoin d'ajouter une autre dépendance. Alors cette dépendance s'appelle TeamLeaf Extra Spring Security. Alors du moment qu'on travaille avec Spring 3, vous savez Spring 3 il utilise Spring 6. Donc c'est-à-dire je vais utiliser Spring Security 6. Donc, je prends cette dépendance-là. On va l'ajouter. Alors ça, c'est pour... en fait, c'est TeamLeaf Extra Spring Security 6. Alors, une fois que j'ai cette dépendance ajoutée, qu'est-ce que je peux faire dans la page template? Parce que c'est dans la page template où, ici, j'ai là où j'affiche le nom de l'utilisateur. Ici. Alors, pour afficher le nom de l'utilisateur, ici, alors dans la démonstration que je vous ai déjà donnée, on utilise un namespace. Et après, on peut utiliser donc le namespace de Spring, plutôt de TeamLeaf Extra Spring Security. Mais il y a une autre façon. C'est d'utiliser tout simplement, ici, donc je veux afficher à l'intérieur de A, donc je vais ajouter, qu'est-ce que je vais ajouter ici? Donc je vais ajouter TH, c'est pas TH, je vais ajouter TH texte, je vais afficher un texte. Et pour afficher ce texte-là, donc j'utilise une expression. Et quand vous utilisez l'expression, vous mettez dièse. Vous voyez donc il y a deux objets. Il y a authentication et authorization. Donc authentication. Avec authentication, vous allez trouver un attribut qui s'appelle name. C'est-à-dire je demande à Spring Security via TeamLeaf de m'afficher le nom de l'utilisateur qui est authentifié. Donc vous voyez donc la dernière fois on avait fait ça d'une façon différente. Nous avons utilisé security, n'est-ce pas?
Security de point authenticate name, etc. Bon, ça, vous pouvez le faire. Donc, ici, dans cette version-là, vous pouvez faire ça, c'est beaucoup mieux. Donc, vous avez ici l'objet authentication et vous avez l'objet authorization. Donc, ils sont accessibles via TeamLeaf, ce qui vous donne la possibilité de faire les choses facilement. Alors bien sûr, donc il va falloir redémarrer. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a utilisé DevTools, n'est-ce pas? Alors du moment que nous avons utilisé DevTools, donc si vous voulez que votre DevTools fonctionne, il faut changer quelque chose, IntelliJ, les préférences. Dans Advanced Setting, il y a quelque chose que... Voilà, d'abord, il faut cocher cette case à cocher. Automake to start event, etc., etc. Donc ça c'est une option qu'il faut cocher. Une fois que vous la cochez, il faut relancer IntelliJ. Ça c'est la première. La deuxième, ça se passe dans Préférences, Build Execution Deployment, Compiler. Et vous avez cette option-là, Build Project Automatically. Donc, si vous activez cette option-là, en principe, avec DevTools, si vous avez DevTools, à chaque fois que vous faites une modification, vous n'êtes pas obligé de redémarrer. En principe. Vous voyez donc ici, d'ailleurs, vous allez remarquer à chaque fois, il vous dit qu'il y a quelque chose qui a changé, etc. Alors, on va redémarrer dans un premier temps et on va regarder si ça marche. Alors comme je disais, donc le fait d'utiliser cette configuration, ça suppose que vous avez dans votre projet la dépendance qui est DevTools. Alors on va actualiser. Alors on va s'authentifier user 1. User 1. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Alors je vois ici donc le nom de l'utilisateur. Donc je vois le nom de l'utilisateur qui est authentifié ici. Alors je vais faire logout. Alors logout, ça se passe dans template. Alors dans template, vous trouverez ici le menu logout. Ici donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ce menu logout? Alors vous pouvez faire ça. Si vous voulez faire ça facilement, vous pouvez utiliser href et vous appelez directement /logout. Vous pouvez faire ça, logout. Mais ça c'est pas bon. Enfin c'est pas bon. C'est bon mais il y a mieux. Alors je change ça et je redémarre pas. Je vais regarder. Actualiser. Donc vous voyez, donc je n'ai plus besoin de redémarrer. Alors sauf que quand vous faites logout, c'est une requête avec get. Mais quand vous passez avec get, vous savez Spring Security, pour des raisons de sécurité, on ne peut jamais faire un logout avec une requête HTTP avec get. Il faut toujours envoyer une requête HTTP avec... Bon, c'est pour cela qu'il vous oblige de cliquer sur un bouton, n'est-ce pas, qui va envoyer une requête HTTP avec post vers Spring Security pour lui dire je veux faire un logout. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, si je veux le faire directement sans passer par ce bouton, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je ne fais pas ça ici, mais je vais créer un formulaire ici. Alors je vais créer un formulaire dans lequel j'utilise un lien
Voilà. Je crée un formulaire qui utilise la méthode, c'est post et th action. C'est, j'appelle quoi? Logout. J'appelle slash logout. Et dans ce formulaire, j'ai un bouton, tout simplement. Alors le bouton, donc ici, donc je peux utiliser un lien. Ici, A. Ici, donc je fais logout. Et la classe, bah, je la laisse comme ça, tout simplement. Alors je m'authentifie. 1, 2, 3, 4. Alors je suis authentifié. Après, bon, il faudrait qu'on... Parce que par défaut, il accède le slash. Alors slash, il n'y a pas de... Il n'y a pas de endpoint plutôt qui est prévu pour slash. Donc on va le changer. Donc je suis obligé de mettre à chaque fois slash index. Oui, on va faire la redirection. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc ici, si je fais logout, je vois rien. Alors, pourquoi je vois rien? Alors, il faut mettre submit. Ça doit être un bouton. Type submit. Vous pouvez mettre ici bouton. Submit. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Actualiser. Logout. Là, ça marche. Donc, vous voyez donc ici, donc je suis plus obligé de passer donc directement. Je fais un vrai logout sans être obligé de passer par ce bouton-là qui sera affiché par Spring Security. Ça veut dire quoi logout? Ça veut dire qu'il va fermer la session côté serveur et en même temps il y a le cookies qui va être supprimé. Le cookie de session ID va être supprimé côté browser. Alors je reviens juste à mon code. Dans mon contrôleur, je vais ajouter voilà get mapping. Alors ça c'est, je vais l'appeler home. Alors si je fais get mapping slash tout court, je fais une redirection. Je redirige le direct vers quoi? Vers slash index. Alors je m'authentifie à nouveau. 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié. Alors ici, donc en principe, même si je mets slash tout court, donc slash tout court, il me redirige vers index pour ne pas avoir avec le problème de tout à l'heure. Alors logout, donc ça marche. Alors donc on a réglé le problème logout. Maintenant, ce qui reste, c'est les droits d'accès. Alors si je suis un user, ce n'est pas comme si je suis un admin. Alors pour gérer les droits d'accès. Alors pour gérer donc les autorisations, ben, ce qu'on va faire, c'est que ici dans ma configuration Spring Security, il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez directement à ce niveau-là, vous dites par exemple HTTP Security, je voudrais utiliser. Alors là, il y a aussi la même chose, donc ça a changé. On va utiliser Authorize Request, Authorize HTTP Request. On va utiliser Request Matchers. Voilà. Alors vous voyez bien qu'il y a des petites modifications par rapport à la nouvelle version de Spring Security. Donc Request Matchers. Alors ici, donc je peux mettre par exemple tout ce qui est slash user slash étoile has role, doit avoir le rôle user. Alors que signifie ça? Ça signifie que je suis en train de dire à Spring Security, toutes les requêtes HTTP dans le path contient slash user slash quelque chose nécessitent d'avoir un rôle user. Et toutes les requêtes qui contiennent slash admin slash quelque chose nécessitent d'avoir un rôle admin.
Mais maintenant, dans mon application, parce que je ne l'ai pas fait, je l'ai pas arrangé comme ça, je dois m'arranger dans mon application pour que les URL, il y a des URL qui commencent par /user, il y en a d'autres qui vont commencer par /admin, donc pour gérer les autorisations. Alors là, je vais faire quelques modifications manuellement. Vous pouvez le faire dans l'exemple ici. Alors ici, au niveau du contrôleur d'abord. Donc ici, au lieu de /index, je vais mettre /user/index. Là, au lieu de delete, je vais mettre quoi? /admin/delete. Ça, c'est /admin. Tout ce qui est les modifications, pour moi, ça nécessite d'avoir le rôle admin, par exemple. /admin/save. N'oubliez pas les redirections aussi. Oui. Il faut faire la différence entre un utilisateur et un rôle. Donc, l'utilisateur doit avoir le rôle admin. Mais l'admin, il a les deux rôles, donc il n'y a pas de problème. Quand je suis authentifié avec admin, j'ai le rôle user et j'ai le rôle admin. C'est-à-dire, je peux accéder à ça, je peux accéder aux autres. Okay. Alors, dans les redirections également, il faut faire attention. Ici, on va utiliser /user/index. Là, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est /admin. Ici, donc, on va faire /user/. Ok, alors maintenant, il faut changer dans la template. Alors ici, donc, on va vers /user. Donc ça c'est quoi? /admin. Ça c'est /user. Logout, ça va être quoi? Bon, logout c'est logout parce que ça c'est pas mon endpoint. Quelque chose qui manque dans le menu nouveau. C'est ça, c'est patient. Ça c'est fait, c'est fait. Hein? Alors, profil, j'ai rien dans le profil. Donc, pour le moment, j'ai rien créé dans le profil. Mais par contre, dans la page patient, ici, j'ai un formulaire qui va vers /user/index. J'ai ici des liens. Ça, c'est pour supprimer. Donc, c'est /admin/. Ça, c'est /edit. /admin/edit. Et dans la pagination, la même chose. Ici, vous avez /user/. Ça fait. Alors ici, donc, je pense que c'est bon. Alors, si j'actualise mon application, alors normalement, si je suis authentifié en tant que user 1. OK? Alors, si je tente de supprimer, ils me disent que tu veux supprimer, oui. Vous voyez ici, qu'est-ce que vous avez? 403. Ça veut dire qu'en tant que user, je n'ai pas le droit de supprimer. Après, on va masquer. Mais pour le moment, on va laisser les choses visibles comme ça. Alors, la même chose, je peux pas éditer. Et la même chose, je ne peux pas ajouter. Est-ce que vous me suivez? Alors maintenant, si je suis un admin, je suis admin. Alors cet utilisateur, je vous rappelle qu'il a les deux rôles, il a user et admin. Donc là, je n'aurai pas de problème parce que je peux supprimer. Vous voyez, donc ça marche. Je peux éditer et je peux ajouter. C'est clair? Alors maintenant, du moment que vous avez réglé le problème des droits d'accès, maintenant, quand je suis un utilisateur, ça ne sert plus à rien de lui afficher ça. Donc je vais gérer ce qu'on appelle la contextualisation. Ça veut dire que normalement, ces boutons supprime et ça, on va les afficher uniquement ces
si je suis admin. Alors, comment on va faire? Alors, pour faire ça, ici dans le lien, ça, là où il y a le lien, vous ajoutez th de point if. Alors, if, donc on va utiliser l'expression suivante. Je vais utiliser dièse, cette fois-ci authorization. Point expression. Et là, je vais ajouter une expression. La expression, c'est has role, entre parenthèses. C'est quoi le rôle? C'est admin. Alors, vous avez double quote à l'intérieur des double quotes, donc on est obligé de mettre ici double quote. Là, on a dire double quote, ça marche. Ça marche. Il faut doubler. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? On fonctionne avec les 50% des ressources, donc, mais ça va marcher. Alors, je fais la même chose ici. Pour Edit. Je fais la même chose dans le menu, dans la page template, où j'ai ici la possibilité de nouveau. Donc, c'est-à-dire cet élément, ce list item nouveau, je ne vais l'afficher qu'il s'agit d'un admin. J'actualise. Alors, je vais m'authentifier en tant que user 1. Alors, vous voyez, donc, en tant que user, donc, je n'ai plus ces boutons-là parce que de toute façon, je n'ai pas le droit. Mais attention, ce n'est pas parce que je masque que je sécurise. Parce que même si vous masquez, et après un utilisateur, il va dire, bah tiens, je vais carrément taper /admin/delete. Je vais demander de supprimer le numéro. Voilà, le numéro par exemple, le numéro 2. ID égale à 2. Alors comme quoi déjà, faire des delete avec une requête avec get, c'est mauvais. N'est-ce pas? Parce que toutes les opérations de suppression, de modification, il ne faut jamais faire des get. Les get, on les fait que pour les consultations. Donc si vous faites ça, ça ne va pas marcher. Vous voyez donc ici, je suis protégé parce que le serveur, il sait très bien que je n'ai pas le droit. L'opération qui s'appelle user escalation. User escalation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis rentré dans une application avec un rôle X, n'est-ce pas? Et je vais commencer à tenter d'accéder à des fonctionnalités dont je n'ai pas le droit. C'est comme si je tente d'accéder les fonctionnalités avec un rôle supérieur, n'est-ce pas? Donc si on ne fait pas attention à ça, parfois ce qui se passe, c'est qu'on commence à masquer et on oublie vraiment de sécuriser. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire l'inverse. Ne masquez pas. Votre interface, vous la laissez visible. Vous sécurisez d'abord. C'est côté serveur. Il faut dire, voilà, de toute façon, même si je clique, de toute façon, je n'ai pas le droit. Mais le lien, il est là. Mais une fois que je suis sûr que j'ai sécurisé, c'est à ce moment-là que vous allez masquer. Parce que souvent, quand on masque avant de sécuriser, on ne laisse pas la possibilité aux utilisateurs de tester donc ces fonctionnalités. Alors maintenant, quand il y a une erreur, généralement, on ne va pas quand même afficher un message comme ça. On va afficher une page, voilà, une page comme quoi vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas autorisé. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de la configuration ici, on va ajouter http security.exception-handling. Il y a access denied page, c'est-à-dire quand je tente d'accéder à une ressource dont je n'ai pas le droit, il va me rediriger vers / quelque chose que je vais appeler not authorized par exemple. Alors maintenant il me faut créer le endpoint.
Alors pour cela, donc, je vais créer carrément un autre contrôleur que je vais appeler Security Controller. Dans lequel je vais mettre string not authorized et je retourne tout simplement une page que je vais appeler une vue que je vais appeler not authorized. Et là, je vais utiliser getMapping. GetMapping quoi? Alors maintenant, je vais créer une page. Je vais faire copier-coller ici. Patient, CTRL-C, CTRL-V. Not authorized.html. Ben, je supprime ce contenu-là. Et je vais afficher un div. Je vais utiliser la classe alert, alert danger, avec un message, par exemple, not authorized, avec le style H2. Not authorized. Voilà. Bon, si vous voulez. Bon. Mais on est dans la page template, donc il n'y a pas de problème. Parce que tout ça, je suis dans la page template. Alors, je fais juste ici un margin de 3. Alors, si je tente d'accéder, vous avez ça. Donc, à chaque fois quand il y a quelque chose dont je n'ai pas le droit, ben, ça me donne ça. Bon, vous voyez que c'est un peu grand, mais c'est exprès que je fais les choses comme ça. C'est une façon d'insulter. Vous voulez insulter quelqu'un? Vous voulez écrire le texte en gras. Ah, tu n'as pas le droit. Alors, qu'est-ce qui reste? Nous avons fait logout. Là, il n'y a pas de problème. Donc, quand je suis un utilisateur, donc je peux faire la recherche. Je peux faire la recherche, faire la pagination, mais je ne peux pas faire autrement. Quand je fais logout avec admin, je peux voilà, supprimer. Je peux éditer, mettre à jour. Vous voyez donc, ça c'est la mise à jour. Et je peux ajouter. C'est clair? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant le formulaire d'authentification, ben, je ne veux pas utiliser ce formulaire, je voudrais utiliser mon propre formulaire. Donc personnaliser le formulaire d'authentification. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer ici, dans la config, ben, on va ajouter ici form login et vous ajoutez login page. C'est-à-dire que quand on va faire l'authentification, on va l'envoyer vers quelque chose qui s'appelle /login. Et après, je peux ajouter d'autres choses. Par exemple, je peux lui dire permit all. Pourquoi? Parce que normalement, ce endpoint-là, il doit être autorisé. C'est pour tout le monde. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Dans Security Controller, je vais ajouter un autre endpoint dans lequel je mets /login
Et il va me retourner une page qui s'appelle login. Oui. Comment? Les deux fonctions, on envoie deux requêtes chaque fois. Deux requêtes? Oui. La configuration fait une redirection. On va fournir la requête, donc on ne peut pas générer les vues directement. Ouais, généralement, ce genre de choses, c'est mieux c'est mieux de les faire avec des redirections. N'est-ce pas? Pourquoi des redirections? Parce que généralement, le système d'authentification n'est pas censé être dans la même application. On le redirige vers un autre serveur pour s'authentifier, pour revenir. Donc c'est ce qui donne un peu plus de sens. Mais généralement, la redirection, elle est très pratique à ce niveau-là. Donc j'appelle login. Donc ça veut dire que moi, je vais créer une page login.html. Donc je vais prendre patient. Bon, non, pas patient. Ben, je crée une page. Alors, je suis obligé de créer une page HTML que j'ai appelée login.html. Alors, dans cette page-là, j'aurai besoin du namespace. Parce qu'après, de namespace de TeamLeaf, je vais l'ajouter. Authentication. Alors ici donc je vais créer un div. Alors j'ai besoin d'utiliser Bootstrap parce que là cette page-là n'utilise pas la page template. Donc pour utiliser Bootstrap et Bootstrap Icons, donc je vais les ajouter ici. Alors je vais créer un div avec la classe call md6. Je vais prendre que la moitié de l'écran et je fais offset 3. Offset 3, je décale de 3, comme ça il va être centré. Et en même temps, je vais utiliser margin top 3. Alors classe, je vais utiliser card. Je vais faire quelque chose de plus simple. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, card header. Donc, ça, c'est authentication. Card body. Et là, vous créez votre formulaire. Form. Alors, le formulaire doit respecter ça. D'abord, méthode. Ça doit être post. Deuxième, c'est th action. Doit être login. Si vous voulez, slash login. Ça, c'est la première condition. Deuxième, après, vous mettez donc div. Alors maintenant, dans votre formulaire, vous avez formulaire ici, vous prenez un div pour créer des champs de texte. Margin bottom, margin top 3. Ici, donc, label, c'est username. Ça, c'est username. ID, c'est username. Le nom, c'est username. Et le nom du champ, c'est... Ce qui est le plus important dans tout ça, c'est ça. Le champ doit s'appeler username. Alors ici, donc, je ne fais pas de validation. Vous avez un champ password. 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 Alors, de type password. Donc, vous avez un champ de type password et après, il vous faut un bouton.
Submit. Alors ça c'est un simple formulaire, donc on va regarder ce qu'il va nous afficher. Alors maintenant si je tente d'accéder à l'application, bon ça c'est HTML sans Bootstrap. Vous voyez dès que c'est maigre. Alors ça veut dire que ici donc Bootstrap n'est pas là. Alors pourquoi il n'est pas là? Bootstrap il est là, icon, Bootstrap min, pas de problème. Bon, parfois il faut faire plutôt donc DevTools, parfois il faut redémarrer. Parfois, mais c'est pas ça le problème. Ctrl Shift R. C'est pas ça le problème. Le problème ici, vous avez WebJars. Ctrl Shift R ne marche pas. Alors c'est pas ça le problème. Donc pourquoi il n'a pas Bootstrap? Alors, c'est pas ça. Alors en fait, vous voyez ici, donc par défaut, donc il laisse le droit les ressources, parce que sinon ici il va vous afficher là 403. Mais regardez bien ici dans bootstrap.min.css, je l'ai. Donc ici il n'y a pas de problème. J'ai Bootstrap icons. Alors ça c'est l'authentification. Ça c'était action et pas de problème. Bon, on va vérifier déjà si ça marche. Ah, regardez les choses un peu bizarres qui vont s'apparaître. Effectivement, parce que Bootstrap, c'est comme s'il n'a pas le droit d'accéder à Bootstrap. Alors, c'est-à-dire l'authentification se fait. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aller vers ça, d'aller vers la configuration. Je vais utiliser HTTP authorize HTTP request matchers. Je mets /web jars /étoile et je mets quoi? Permit all. Ben, normalement ici, parce que j'ai pas vu le problème posé, c'est la remarque de votre collègue, mais j'ai pas voulu l'entendre, mais c'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, quand le formulaire lui-même, il veut accéder à
à Bootstrap, mais comme par défaut on a dit que toutes les ressources nécessitent une authentification, ça veut dire que je ne peux pas avoir Bootstrap. Bah, du moment que je ne peux pas avoir Bootstrap, bah, forcément c'est ça. Alors généralement vous allez mettre, il y a pas mal de choses que vous allez mettre là, par exemple par exemple si vous utilisez H2, vous ajoutez H2 console /étoile permit all, parce qu'en fait par exemple pour accéder à H2 vous n'avez pas besoin de faire l'authentification et vous ajoutez d'autres, donc je vais revenir tout à l'heure. Donc nous avons le formulaire d'authentification ici. On va s'authentifier. Alors quand on s'authentifie, donc parce que là, il s'est rappelé toujours de la dernière ressource qu'il a demandé. Donc je reprends. Got. Supposons que je demande /. Voilà. Donc si je m'authentifie, donc il accepte. Alors, si vous voulez ajouter une case à cocher Remember Me, alors vous pouvez ajouter quelque chose comme ça, http security.rememberme. Alors, si vous ajoutez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre formulaire, vous allez ajouter une case à cocher. Alors, je vais prendre une case à cocher, comme celle-là. Alors, une case à cocher que je vais appeler Remember -me. Ça s'écrit comme ça. Alors, c'est comme si vous dites à Spring Security, quand tu reçois le formulaire, tu reçois également l'information Remember Me, parce que quand il reçoit cette information, il sait qu'il va enregistrer dans les cookies le dernier utilisateur qui est authentifié. Donc, c'est pour se rappeler de l'utilisateur qui est authentifié côté cookies, côté client. Alors, ici, ce que vous avez ici, donc vous avez une case à cocher. Alors, admin, 1, 2, 3, 4. Alors là, ça passe. Si je fais Remember Me, ça passe pas. Ça veut dire qu'on a mal écrit cette information. Form input, Remember Me. Ça s'écrit comme ça. Et je pense... alors ici, Remember Me. Je redémarre. Bon, j'ai déjà fait quelque chose ici dans l'exemple. Petal App. Et bon, ça c'est la même chose. Login. Ça s'écrit Remember Me. Bon, c'est ça. Checkbox. C'est ça. Donc je n'ai rien. Peut-être j'ai. Oui. Bon, il fallait juste actualiser. Qu'il n'y a rien de spécial. Bon, alors maintenant vous avez votre formulaire. C'est toujours la première question que posent les gens qui font la partie UI. Comment personnaliser mes choses? Donc c'est la question qu'il a posée, c'est ça? Ton formulaire, où se trouve? Il se posait la question, où se trouve donc le formulaire qui est affiché par... donc le formulaire login qui est affiché par Spring Sécurité. Pourquoi? Parce qu'il veut le modifier, il veut le personnaliser, n'est-ce pas?
Bah, si tu veux le modifier, le personnaliser, tu crées, tu crées ton propre formulaire. Voilà. Alors, donc, alors ça c'est pour la partie authentification. Nous avons géré les autorisations, nous avons fait le tour de l'essentiel. Alors maintenant, il reste la dernière partie. C'est que pour le moment, les utilisateurs et les rôles sont stockés où? In memory. Alors maintenant, au lieu de in memory, on va stocker les utilisateurs dans la base de données. Donc c'est à nous de gérer donc les utilisateurs et les rôles au niveau de la base. Alors pour cela, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié avant de passer à ça? Oui, j'ai oublié. Voilà, quelque chose qui me tenait en fait, dans ma tête. Alors en fait, dans la config ici, vous voyez pour gérer les autorisations, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé, c'est-à-dire, j'ai utilisé directement authorize HTTP request. Alors maintenant, je vais la mettre en commentaire, ça, et je vais le faire autrement. Donc au lieu d'utiliser comme ça, bah, d'ailleurs si vous désactivez ça, ça veut dire quoi? Si vous désactivez ça. Voilà. Alors vous voyez donc le problème qui va être posé, c'est ça. Donc je m'authentifie. Regardez. Je suis admin. Je m'authentifie. Je peux supprimer. Bon. Je peux supprimer un utilisateur 7. Il est supprimé. OK? Maintenant, en tant que user 1. Là, ça c'est admin. En tant que user 1, 1, 2, 3, 4. Oh là là. User 1, 1, 2, 3, 4. Je t'ai dit que remember, mais je vais te dire. C'est-à-dire, il se rappelle du dernier utilisateur parce qu'il la stocke quelque part côté browser. Alors ici, donc, je suis un utilisateur. On a caché parce qu'il n'a pas le droit. Mais le problème, si maintenant, si l'utilisateur veut faire avec user escalation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais supprimer /admin delete /admin delete. OK? Je vais supprimer par exemple l'utilisateur numéro 1. C'est ID égale à 1. Vous voyez donc il est supprimé. Je n'ai pas droit d'accéder à l'application, mais je commence à faire des choses très graves. Pourquoi? Parce que je n'ai pas protégé la ressource côté serveur. Donc j'ai protégé les ressources côté client en faisant la contextualisation, mais côté serveur, je n'ai pas protégé. Alors ce qui fait que, soit que vous faites ça, la deuxième solution, c'est d'utiliser les annotations. Alors pour directement protéger les méthodes. Et pour protéger les méthodes avec des annotations, il faut ajouter une annotation ici qui s'appelle enable method security. Et après vous avez pre-post enabled, vous mettez égal à true. Alors si vous ajoutez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant au niveau du contrôleur, c'est à moi de protéger par exemple delete ici, delete, je vais ajouter l'annotation pre-authorize, c'est-à-dire pour accéder à cette méthode là, l'utilisateur doit avoir une autorisation. Laquelle? C'est has role, je vais écrire role underscore admin. Alors pourquoi? Parce que généralement au niveau de la session, si votre rôle s'appelle admin,
Alors par défaut, donc Spring Security, le rôle et le contexte qui a été le préfixe. Et ce préfixe-là, c'est rôle, underscore, donc rôle admin. C'est-à-dire que cette méthode, la delete, ne peut s'exécuter que si l'utilisateur est authentifié avec quel rôle? Admin. Alors ça, je fais la même chose ici pour formulaire, la même chose pour save et la même chose pour edit. Donc voilà, donc cette fois-ci, donc je suis en train de protéger les méthodes directement. Alors vous voyez, donc il y a deux façons de faire. Donc soit vous utilisez authorize request et là vous autorisez, c'est-à-dire vous protégez comme ça les ressources. Vous dites cette ressource-là nécessite tel rôle. Et la deuxième, c'est d'utiliser la notation pre-authorize. Alors là, ça va marcher également. Alors donc ici, je vais m'authentifier en tant que user 1. Alors user 1, il est authentifié. Maintenant, je vais tenter de supprimer admin /delete patient. Je vais supprimer le patient dans ID égale à 3. Alors vous voyez donc cette fois-ci, je ne suis pas autorisé. C'est clair? Alors il reste combien de temps? Voilà. Donc le temps est terminé. Alors donc ça c'est le, je pense, bon il fallait que je fasse cette démonstration parce qu'il y a quand même par rapport à Spring Security 6, il y a des modifications. Il y a des changements par rapport à Spring Security 5. Donc avec cette démonstration, normalement vous pouvez déjà avoir une idée sur comment appliquer l'essentiel. Alors maintenant, ben, il reste la partie de User Detail Service, c'est-à-dire comment gérer les utilisateurs côté base de données. Mais là, c'est la même chose. La seule chose qui va changer par rapport à votre application, à votre démonstration, c'est qu'au lieu de créer, donc au lieu de créer un bin in-memory authentication, on va créer un bin. Je vous donne juste l'idée. Cette fois-ci, User Details Service. Donc, User Details Service, et dans lequel on va retourner. Normalement, on devrait retourner New User Details Service. C'est une interface. Et après, vous allez redéfinir une méthode qui s'appelle Load User by Username. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe maintenant, si je vais ignorer ça. Ok? Je vais ignorer ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez, un utilisateur va saisir son username et le mot de passe, qu'est-ce qu'il fait Spring Security? Il appelle cette méthode. Load User by Username. Alors moi, dans mon cas ici, je dois utiliser une interface User Repository que je vais utiliser Find User by Username. Je vais vers la base de données. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va programmer nous-mêmes. Donc, c'est à moi de dire à Spring Security où est-ce que je vais chercher l'utilisateur et les rôles. Mais cette partie-là, vous l'avez dans la démonstration. Donc, sauf que pour l'intégrer, il suffit donc d'utiliser un objet comme ça, ou bien vous utilisez autrement, mais je ne vais pas trop tarder là-dessus. Donc ça, je vous donne juste une idée, mais après, la prochaine fois. Donc pour le moment, vous gardez in-memory authentication, comme ça vous aurez au moins un exemple complet. Donc voilà ce que je vous demande. Donc dans votre dernière activité pratique, il faudrait changer. Vous essayez de mettre à jour donc ces modifications et de terminer la partie sécurité. Donc en principe, je pense que pour la suite, il n'y aura pas de problème. Alors le prochain cours, ça va être sur les architectures microservices. Donc c'est-à-dire on va passer vers le modèle rendu côté client. Et encore, on va commencer à travailler avec le framework Angular. Donc ce qui fait que ce modèle-là, rendu côté serveur, il faut que ça soit
maîtriser. Donc, on fera un contrôle, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Oui. Donc, vous notez ça. Pratique en classe. Un exemple comme ça. Oui? Oui, oui. On fait un contrôle sur la partie server-side côté serveur avec Spring Security, comme on vient de faire dans des exemples comme ça. Donc l'objectif, c'est que, en fait, en 3 heures, là, en 3 heures, que vous arrivez à créer une entité GPA Repository, vous créez un contrôleur, une vue basée sur TeamLeaf et vous sécurisez. Donc, ce qui fait donc vous avez intérêt un peu à faire, à vous entraîner comme ça, avant qu'on passe vers le modèle suivant. Vous le notez, s'il vous plaît. Donc la semaine prochaine, non. La semaine d'après, c'est le 17. Ouais.